118. Retenez bien ce chiffre. 118 organisations dissoutes en un seul décret, un seul jour, par un gouvernement qu'on s'empresse de diaboliser avant même d'avoir lu une ligne de la loi qui l'applique. Et pendant que les grandes rédactions occidentales s'indignent d'enchures, une question fondamentale reste sans réponse dans leurs colonnes. Depuis quand un État africain n'a-t-il plus le droit de décider qui opère sur son propre sol? Bienvenue. Si vous suivez l'actualité africaine avec un regard critique, si vous êtes fatigué des analyses qui traitent l'Afrique comme un terrain d'expérimentation pour la bonne conscience internationale, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune analyse. Ce que nous faisons ici, c'est remettre le continent au centre du récit, avec rigueur et sans complaisance. Revenons aux faits. Le 15 avril 2026, le ministère burkinabé de l'administration territoriale a prononcé la dissolution de 118 structures civiles, des associations de développement, des organisations de défense des droits, des groupements religieux, des structures sanitaires et même au moins un organe de presse local. En quelques heures, les communiqués d'indignation se sont multipliés depuis Londres, Genève, New York. Les mots choisis, attaque flagrante, espace civique en danger, répression généralisée, ce sont ces mots-là qui ont circulé. Mais voici ce qu'on a soigneusement omis de préciser. La loi qui fondait ce décret était publique depuis 9 mois. 9 mois. Les organisations visées avaient eu 1 an pour se conformer au nouveau cadre légal. Elles ne l'ont pas fait, ou ne l'ont pas voulu. Et quand l'État a tiré les conséquences de cette non-conformité, on a crié au scandale, comme si la loi n'avait jamais existé. Pour comprendre pourquoi cette loi existe, il faut remonter le fil. Le 7 octobre 2025, le ministre burkinabé de la Sécurité a pris la parole devant les caméras pour annoncer l'arrestation de 8 membres d'une ONG internationale à financement étranger active dans le pays depuis 2019. Ce qui a été révélé ce jour-là a tout changé. Les responsables de cette organisation, selon les déclarations officielles, avaient eux-mêmes reconnu avoir ordonné à leurs équipes de collecter systématiquement des informations à caractère sécuritaire sur l'ensemble du territoire burkinabé. Ils ont dit que ces données étaient publiques. Le gouvernement, lui, a tiré ses propres conclusions. Et elles étaient d'une logique implacable. Parce qu'il faut replacer cela dans son contexte réel. Le Burkina Faso ne vit pas une crise ordinaire. Depuis 2015, le pays est engagé dans une guerre totale contre des formations armées liées à Al-Qaïda et à d'autres mouvances djihadistes. Aujourd'hui, près de 2 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Des millions de citoyens dépendent d'une aide humanitaire. Plus de 5000 écoles ont fermé sous l'effet de la violence. Des centaines de centres de santé sont hors service, privant plus de 4 millions de personnes d'accès aux soins. La menace n'est pas rhétorique. Elle est quotidienne, opérationnelle, mortelle. C'est dans ce contexte et uniquement dans ce contexte que la décision du gouvernement peut être correctement analysée. Quand un État combat un ennemi qui se fond dans les populations civiles, qui utilise des réseaux logistiques transfrontaliers, qui finance ses opérations à travers des canaux formels et informels, la question de qui collecte de l'information sur le territoire national et pour le compte de qui n'est pas une question abstraite, c'est une question de survie nationale. C'est dans cette logique qu'en juillet 2025, l'Assemblée législative de transition a adopté une nouvelle loi sur la liberté d'association. Elle n'invente rien d'extraordinaire, elle pose des exigences simples. Les associations à affiliation étrangère doivent désigner un représentant officiel et un responsable financier, tous deux de nationalité burkinabé, résidant sur le territoire. Les priorités de recrutement doivent favoriser les compétences nationales. Les obligations de reporting financier et de transparence administrative sont renforcées. Un délai d'1 an a été accordé pour se mettre en conformité. C'est clair, c'est public, c'est légitime. Puis, en octobre 2025, 9 jours, exactement après l'arrestation des membres de l'ONG étrangère, le Conseil des ministres est allé plus loin. Il a exigé que toutes les ONG opérant au Burkina Faso domiciliant leurs comptes opérationnels dans une banque de dépôt du Trésor public, tous les flux financiers devaient transiter par ce canal unique, auditable, traçable. L'objectif affiché était double.
lutter contre le blanchiment d'argent et s'assurer que les flux financiers entrant dans le secteur humanitaire et associatif ne puissent pas, même involontairement, alimenter des réseaux que l'État combat sur le terrain. Encore une fois, on peut discuter des modalités. Mais la logique, elle, est transparente. Et cette logique s'inscrit dans une histoire bien plus longue que celle du Burkina Faso seul. Sur l'ensemble du continent africain, la question du rôle réel des ONG internationales est l'un des sujets les plus soigneusement évités par les grands médias dominants. Depuis les années d'ajustement structurel des années 1980 et 1990, des politiques imposées de l'extérieur et qui ont délibérément affaibli les capacités des États africains, des milliers d'organisations étrangères ont investi le continent. Certaines ont effectivement contribué à sauver des vies, à construire des infrastructures, à former des générations. Cela doit être reconnu. Mais le secteur a aussi été documenté à maintes reprises comme un vecteur d'influence politique, de conditionnement des opinions publiques, de recomposition des sociétés civiles, selon des agendas définis à des milliers de kilomètres des communautés concernées. Et dans certains cas, comme instrument de collecte de renseignements sous couverture humanitaire, ce n'est pas une accusation gratuite. C'est une réalité que plusieurs États africains ont confrontée avant le Burkina Faso. L'Éthiopie a réformé son cadre légal pour les organisations de la société civile dès 2009. Le Rwanda maintient un régime d'enregistrement et de supervision parmi les plus rigoureux du continent. L'Égypte, l'Ouganda, la Tanzanie ont tous légiféré dans ce sens. Et dans chaque cas, le même script occidental s'est répété. Rapport d'alerte, déclaration d'indignation, pression diplomatique, menace de réduction de l'aide, comme si la souveraineté d'un État africain était une anomalie à corriger et non un droit inaliénable à respecter. Ce que le Burkina Faso construit avec sa loi de 2025 ne sort pas du néant. Il s'inscrit dans une dynamique continentale de réappropriation du contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur des frontières nationales, et il le fait dans un contexte où la tolérance zéro n'est pas de l'autoritarisme, c'est de la rigueur en temps de guerre. Cela dit, il serait intellectuellement malhonnête d'esquiver les questions légitimes que soulève ce décret. Les organisations panafricaines de défense des droits ont rappelé que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, un texte africain, négocié et ratifié par des États africains, garantit le droit à la liberté d'association. Ce n'est pas un concept importé, c'est un engagement pris par les États africains envers leur propre peuple. Et quand 118 organisations sont dissoutes en un seul décret, sans publication détaillée des dossiers individuels de non-conformité, la question de la proportionnalité mérite d'être posée. Le gouvernement burkinabé affirme que la loi était connue, le délai clair, et les conséquences annoncées. C'est vrai, mais l'absence de documentation publique, cas par cas, laisse un espace d'interprétation que les détracteurs ne manqueront pas d'occuper. Ce que l'on peut néanmoins noter, c'est la cohérence chronologique de ce qui se passe. Le rapport d'une grande organisation internationale de défense des droits sur les abus commis au Burkina Faso est publié le 2 avril 2026. 2 semaines plus tard, le décret de dissolution tombe et la même organisation fait partie des premières voix à réagir. Ce type de synchronisation, que certains qualifieront de coïncidence, que d'autres analyseront comme une coordination narrative, mérite au minimum d'être relevé, parce qu'il correspond à un schéma récurrent. Les grandes offensives médiatiques sur la gouvernance africaine arrivent rarement de nulle part. Elles arrivent au moment où elles ont le plus d'impact sur les opinions publiques occidentales, susceptibles de peser sur les décisions politiques et les flux financiers. Ce mécanisme, utiliser la question des droits pour peser sur les choix souverains d'États africains, n'est pas nouveau. Il a été théorisé, documenté et critiqué depuis des décennies par des penseurs et des intellectuels africains. Et il est d'autant plus efficace qu'il utilise un langage universel, celui des droits humains, pour produire des effets très particuliers. Maintenir des espaces d'influence étrangère dans des pays qui cherchent à s'en affranchir. La vraie question, au fond, est la suivante. Qui a le droit de décider de la forme que doit prendre l'espace civique à l'intérieur d'un pays africain souverain? Est-ce les rédactions de Londres ou de Genève? Est-ce les bureaux d'organisation dont le financement provient de gouvernements étrangers ayant leurs propres intérêts géopolitiques dans la région? Ou est-ce le peuple burkinabé lui-même, à travers les institutions qu'il reconnaît dans le cadre d'un pays qui se bat pour sa survie? Le Burkina Faso a fait un choix. Ce choix peut être débattu, nuancé, critiqué de l'intérieur, mais ce débat appartient aux Burkinabés.
Pas aux éditorialistes qui, pendant 10 ans, ont ignoré les 2 millions de déplacés, les écoles fermées, les enfants sans accès à l'éducation, les populations entières sans soins médicaux, et qui redécouvrent soudainement une préoccupation urgente pour la société civile. Burkinabé au moment précis où le gouvernement resserre son contrôle sur les acteurs étrangers. Ce hiatus-là, cette sélectivité-là, cette mémoire courte-là, c'est ce qu'il faut nommer. Non pas pour absoudre tous les actes d'un gouvernement de transition, mais pour refuser que la conversation soit entièrement capturée par des cadres narratifs construits ailleurs pour servir d'autres intérêts. L'Afrique a le droit de gouverner, elle a le droit de légiférer, elle a le droit de défendre ses frontières, ses institutions et ses populations avec tous les outils légaux à sa disposition. Et elle a le droit d'exiger que ceux qui opèrent sur son sol respectent ses lois, ses institutions et sa dignité. Ce n'est pas de la répression, c'est de la souveraineté. Et il est temps que le monde apprenne à faire la différence. Si cette analyse vous a éclairé, partagez-la autour de vous. Quelqu'un dans votre entourage ne reçoit peut-être qu'une version de cette histoire. Donnez-lui l'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires. Selon vous, quand un État africain en guerre contrôle qui opère sur son territoire, est-ce de la gouvernance ou de l'autoritarisme? Le débat est ouvert.